Il y avait dans les yeux d'Inès un éclat qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, un feu qu'elle avait cru éteint par les années de routine, les jours sans imprévu, les semaines rythmées par les mêmes visages, les mêmes mots, les mêmes douleurs discrètes du quotidien. Mais ce soir-là, alors qu'elle refermait la porte de son petit appartement du 7e étage, habillée d'une robe noire d'ONU scintillante comme la nuit des étoiles, perchée sur des talons aussi fins que fragiles, les cheveux relevés, en un chignon sophistiqué qu'elle avait mis 2 heures à réaliser seule devant le miroir, elle se sentait différente, vibrante, presque invincible, comme si tout ce qu'elle était devenue, cette femme qu'on ne voyait plus vraiment, allait enfin briller parmi d'autres, au milieu de cette soirée chic où elle espérait retrouver quelque chose d'elle-même. Elle avait reçu l'invitation il y a un mois, une soirée de gala pour fêter les 20 ans de la revue L'Éclipse. Dans un hôtel particulier de l'avenue Foch, réservé à un cercle très fermé d'anciens journalistes, artistes, designers, et quelques figures publiques qu'Inès, jadis, côtoyait lors de ses jeunes années de chroniqueuse culturelle, avant que les hasards de la vie, un divorce brutal, un enfant à élever seul, et une série de renoncements invisibles ne l'éloignent lentement de ce monde brillant. Ce soir pourtant, elle y retournait, comme un retour symbolique à cette vie rêvée, avec sa robe prêtée par une amie styliste, son rouge à lèvres carmin, sa pochette en satin noir, et ce parfum ambré qui lui collait à la peau comme une promesse de revanche. Elle arriva devant l'hôtel, un somptueux bâtiment aux colonnes dorées et au perron recouvert d'un tapis rouge déroulé dans le silence, mais sans aucun hôte, sans aucun éclat de voix, sans musique, sans lumière, un vide étrange. Elle regarda autour d'elle, perplexe. Descendit de son taxi, confirma l'adresse dans son téléphone, puis remonta le fil de l'invitation qu'elle avait gardé dans ses mailles, jusqu'à ce détail minuscule, absurde, brutal. La soirée avait lieu le samedi 20, or nous étions le vendredi 19. Elle resta figée quelques secondes, seule devant les marches désertes, son reflet lui renvoyant l'image d'une star perdue dans un décor sans public. Et un fou rire nerveux monta en elle comme une vague incontrôlable, jusqu'à ce qu'elle se mette à rire, vraiment, dans le silence total de l'avenue, réalisant qu'elle s'était habillée comme une diva pour une fête qui n'existait pas encore, qu'elle avait tout fait parfaitement mais trop tôt et que cette erreur, à la fois ridicule et magnifique, résumait toute sa vie. Puis, après une hésitation, elle marcha lentement dans la rue, attirant les regards curieux, les klaxons amusés, les murmures d'admiration ou de surprise de passants qui ne comprenaient pas ce que faisait une femme aussi élégante seule dans cette nuit. Elle entra dans un café encore ouvert, fit se retourner toute la salle, s'assit seule au bar, commanda un verre de vin blanc avec une assurance feinte, puis engagea la conversation avec le barman, qui, fasciné, lui demanda si elle revenait du tapis rouge ou d'un mariage princier. Elle répondit, avec un sourire mystérieux. Un peu des deux, ou peut-être rien du tout. Et cette soirée devint alors, par erreur, l'une des plus belles de sa vie. Un musicien joua quelques notes en l'observant, une femme lui offrit une cigarette, un homme lui parla longuement de ses rêves, et elle écouta, détendue, en oubliant le temps. Il n'y avait pas de gala, pas de journaliste, pas de tapis rouge réel, mais elle existait, pleinement, vue, admirée, vivante. Et lorsque minuit sonna, elle repartit en taxi, les cheveux défaits par le vent, les talons à la main, le cœur léger. Le lendemain, elle retourna à la vraie soirée, celle où les visages connus l'avaient presque oubliée, où les conversations étaient feintes, où les sourires étaient figés. Mais cette nuit-là, elle comprit qu'elle n'avait plus besoin d'invitation pour briller. Le samedi soir, lorsqu'Inès se regarda de nouveau dans le miroir, une étrange sensation l'envahit, un mélange de détachement et d'ironie, comme si la soirée à venir, celle pour laquelle elle s'était préparée depuis un mois, n'était plus si importante maintenant qu'elle avait vécu, la veille, cette errance magique dans la ville, cette nuit de hasard où tout avait semblé plus vrai que n'importe quelle mondanité. Elle remit la même robe, le même parfum, replaça les boucles de ses cheveux comme on répète un geste sacré, mais avec moins d'attente, moins de tension, presque comme si elle jouait un rôle, celui d'Inès la journaliste revenue. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était qu'un décor de théâtre. L'hôtel particulier était cette fois illuminé, bondé, bruissant de voix trop fortes, de rires trop aigus, de flashs et de verres levés en l'air, et elle gravit les marches avec une grâce naturelle, saluant au passage quelques visages qui se souvenaient vaguement d'elle, sans chaleur. Avec ce regard poli qu'on réserve aux fantômes du passé, elle retrouva Marianne, une ancienne collègue, toujours perchée sur ses certitudes, qui lui lança un « Tu es sublime, tu es revenu, enfin », un peu trop sonore, comme pour faire remarquer sa propre générosité. Et Inès sourit, mais au fond, elle s'ennuyait déjà. Les conversations tournaient en rond, les égos se bousculaient, et chaque rire sonnait creux comme un verre vide. Elle resta 1 heure, peut-être 2, esquivant les regards trop insistants ou les questions trop superficielles, puis elle s'éclipsa dans le jardin à l'arrière, loin du brouhaha, pour respirer un peu d'air vrai. Et là, dans la pénombre tamisée par des lanternes suspendues, elle entendit une voix familière. « Alors finalement, vous êtes venu. »
C'était le barman du café de la veille, chemise blanche sous un blazer noir, tenant un plateau vide, il était là, en extra. Engagé par une agence de service, elle éclata de rire. Stupéfaite, et il s'assit près d'elle, posant le plateau avec un soupir, ils parlèrent longtemps, cette fois sans barre entre eux, sans rôle à jouer. Simplement, il lui raconta qu'il écrivait, qu'il servait des vers pour payer ses nuits, et qu'il l'avait trouvée incroyablement libre hier, comme si elle appartenait à un autre monde. Elle, touchée par sa sincérité, lui confia qu'elle s'était trompée de date, et que cette erreur l'avait rendue vivante. Plus que toutes les années passées à vouloir rentrer dans un moule qu'il avait oublié, ils rirent ensemble, complices dans cette parenthèse improbable, et le reste de la soirée leur parut soudain absurde, décoratif, lointain. Alors, quand il dut retourner servir des coupes de champagne à des gens trop pressés de s'écouter parler, elle glissa son numéro sur un carton d'invitation froissé, en lui disant « Ne m'appelle pas tout de suite. » Attends que le bruit se calme. Il hocha la tête, sérieux, comme s'il comprenait qu'il s'agissait d'un pacte silencieux. Inès rentra chez elle à pied, la robe froissée, les pieds nus, mais l'âme légère comme une plume. Dans les jours qui suivirent, elle reprit contact avec ses mots, ses envies. Elle écrivit à nouveau, non pas pour plaire, mais pour dire, pour ressentir, pour se retrouver. Elle refusa 2 offres de collaboration superficielles. Accepta de donner un atelier d'écriture dans une école de banlieue, et un soir, alors qu'elle relisait un poème de Rilke dans la lumière dorée de son salon, son téléphone vibra doucement, un message, simple, presque timide. Le silence est apaisé. Puis-je t'appeler? Elle sourit, regarda l'heure, hésita une seconde, puis répondit, oui, maintenant. Et c'est ainsi, dans le bruit du monde, qu'une femme qui s'était trompée de date retrouva par hasard l'heure exacte de sa propre renaissance. Le téléphone à l'oreille, Inès écoutait sa voix, celle du barman écrivain, désormais réelle, vibrante, sans interférence de verre à essuyer ou de sourire de façade, et elle se surprenait à parler sans retenue, comme si le fait d'avoir été vue, vraiment vue, par quelqu'un d'étranger, en dehors du cadre social, avait levé en elle une barrière invisible, une retenue ancienne, celle qu'elle portait comme une armure depuis trop longtemps. Ils se racontèrent la suite de leur semaine. Les absences, les silences pleins de sens, les souvenirs d'enfance aussi, comme s'ils reprenaient une conversation commencée dans une autre vie, et il lui proposa de la retrouver, non dans un restaurant ou un bar, mais dans un lieu où personne ne parle trop, un musée fermé le soir, dont un ami gardien accepta d'ouvrir les portes pour eux. Ils s'y retrouvèrent à la tombée du jour, seuls parmi les statues immobiles, les tableaux silencieux, et ils marchèrent lentement, leur voix murmurée résonnant sous les voûtes comme un dialogue sacré. Elle portait un manteau long, sans maquillage, les cheveux lâchés, il était en jean, les mains dans les poches, et il riait de ce contraste entre l'élégance forcée du gala et la simplicité crue de cette nuit dans un musée vide, à un moment, devant un tableau représentant une femme assise. Nue, le regard perdu dans l'ombre, il dit doucement, « Elle te ressemble. » Pas physiquement, non, mais dans ce qu'elle cache. Et Inès sentit un frisson la traverser, pas un frisson de désir, mais un de reconnaissance profonde, celui qu'on ressent quand quelqu'un met le doigt sur une douleur muette que même nous, on ne savait pas nommer. Alors elle s'approcha, le regarda, longtemps, sans rien dire, puis posa sa tête contre son épaule, comme si ce geste-là, minuscule, scellait quelque chose de plus grand qu'une attirance. Ce soir-là, ils ne s'embrassèrent pas, ne se touchèrent pas plus que cette épaule partagée dans la pénombre, mais ils se quittèrent comme 2 âmes qui avaient traversé un même passage secret. Les semaines suivantes furent calmes et denses, ils se virent peu, mais chaque rencontre comptait. Elle écrivait, il lisait, il écrivait, elle commentait, et parfois, ils s'envoyaient des phrases de roman au milieu de la nuit. Un jour, il lui dit, « Tu sais, je pense que tu es arrivé un jour trop tôt. À cette fameuse soirée, mais peut-être un jour trop tard dans ta propre vie. » Elle le regarda, surprise, un peu blessée, puis il ajouta avec un sourire, « Mais maintenant, tu es exactement à l'heure. » Et cette phrase, simple, devint pour elle un point de repère. Elle ne courut plus après les mondanités, ni après les validations. Elle n'eut plus besoin de se prouver à travers des robes ou des regards. Elle vécut, tranquillement, avec cette lumière nouvelle au fond d'elle, un jour, des mois plus tard, alors qu'il se tenait la main sur un banc au bord d'un lac silencieux. Il lui dit, « Tu veux savoir ce que j'ai pensé la première fois que je t'ai vu, dans ce bar ?» Elle hocha la tête, il répondit, « J'ai cru que tu sortais d'un rêve. Mais maintenant je sais, tu étais juste en avance sur le monde. » Et elle ferma les yeux, doucement, sans besoin de répondre, parce qu'enfin, elle n'avait plus peur d'être seule, ni trop, ni pas assez. Elle était là, exactement là où elle devait être, et c'était suffisant.